Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous reviendrons maintenant sur la description des différents tissus en parlant du tissu conjonctif, qui est un tissu ubiquitaire disséminé dans tout l'organisme et qui sert essentiellement de support aux différents organes. Le tissu conjonctif est un ensemble dispersé de cellules dites cellules de soutien. Ces cellules vont produire un réseau extracellulaire organisé de protéines fibrillaires qui sont disposées dans une sorte de gel. En fait, c'est un système complexe qui associe des cellules, des fibres et une substance fondamentale plus ou moins visqueuse. Ce tissu conjonctif représente la voie de passage habituelle des vaisseaux sanguins et va réguler les échanges de nutriments, de métabolites, de produits de dégradation entre les tissus et la circulation. C'est un tissu ubiquitaire qu'on va trouver dans tous les territoires de l'organisme, mais comme il en existe plusieurs formes avec des propriétés physiques variées, eh bien, le tissu conjonctif peut prendre un aspect variable d'une région à l'autre. Ici, à la différence du tissu épithélial qu'on a vu précédemment, le constituant majeur n'est pas cellulaire, mais c'est la matrice extracellulaire, constituée donc de substances fondamentales et de fibres. Ce tissu conjonctif se développe à partir d'un tissu embryologique primitif qui est le mésenchyme, donc il y a une origine mésodermique, c'est-à-dire origine du feuillet médian de développement de l'embryon. Voyons les différents éléments constitutifs de ce tissu conjonctif. Donc d'abord, la matrice extracellulaire. On a dit que c'était le composant majoritaire qui conditionne en fait les propriétés physiques de chaque type de tissu de soutien. Dans cette matrice extracellulaire, il y a une matrice organique qu'on appelle la substance fondamentale, et à l'intérieur de la substance fondamentale, des fibres, des glycoprotéines structurales qui sont présentes et qui vont réguler l'interaction des cellules avec les autres constituants. La substance fondamentale, c'est un milieu transparent, incolore, amorphe, dont la consistance est celle d'un gel plus ou moins hydraté, semi-fluide. En fait, cette substance fondamentale peut prendre une multiplicité de formes qui est chacune adaptée aux besoins des tissus. Elle est constituée d'eau, d'ions, en particulier du sodium, et ça constitue le fluide extracellulaire. Et puis il existe de longues chaînes polysaccharidiques qui sont appelées les glycosaminoglycanes. Sans rentrer dans le détail biochimique, quelques mots sur ces substances. Ce sont des polymères linéaires d'unités disaccharidiques répétées. Ils sont chargés négativement et il y en a différentes catégories. Par exemple, l'acide hyaluronique, qui est très abondant dans les tissus de soutien lâches. C'est un grand polymère de 5000 disaccharides. Et une de ses propriétés est sa très haute viscosité en solution aqueuse, donc ça donne un aspect de gel. Alors ce gel n'est pas vraiment un obstacle à la diffusion des métabolites, mais il l'est pour la diffusion, la mobilisation par exemple des bactéries. Et d'ailleurs certaines bactéries se sont adaptées en synthétisant une hyaluronidase, donc une enzyme qui va détruire l'acide hyaluronique et donc diminuer la viscosité du tissu conjonctif où se développent ces bactéries. Il y a d'autres glycosaminoglycanes, comme les chondroïtines sulfates, comme la dermatane sulfate, l'héparane sulfate, la kératane sulfate. Ces derniers glycosaminoglycanes se lient à diverses protéines et forment des protéoglycanes qui sont des très volumineuses molécules constituées à 90% ou plus par des hydrates de carbone.
Ces protéoglycanes peuvent se lier à des chaînes d'acide hyaluronique et forment là d'énormes complexes moléculaires qui occupent la plus grande partie de l'espace situé entre les fibres. Ces très grosses molécules sont très hydrophiles, elles attirent de grandes quantités d'eau et d'ions positifs, et donc l'absorption de ces grandes quantités d'eau crée une pression de gonflement qui permet à la matrice extracellulaire de résister plus ou moins à la compression. Ces différentes molécules sont synthétisées essentiellement par les fibroblastes, donc les cellules propres au tissu conjonctif, et leur dégradation est assurée par de nombreux enzymes dont l'absence est la cause de maladies génétiques à transmission autosomale qu'on appelle les mucopolysaccharidoses et qui se manifestent par divers symptômes qui sont liés à l'accumulation dans les tissus de ces substances qui n'ont pas été dégradées. À côté de la substance fondamentale, on va trouver donc dans cette matrice extracellulaire des fibres, et essentiellement deux types de fibres, des fibres collagènes et des fibres d'élastine. Les fibres de collagène, c'est en fait la fibre la plus communément retrouvée dans les tissus de soutien, dans le tissu conjonctif, et le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. Une de ses propriétés principales et remarquables, c'est l'élasticité. En fait, le collagène constitue une grande famille de protéines, il y en a au moins 19 types, qui diffèrent par leur morphologie, leur composition en acides aminés et leurs propriétés physiques. Je vais citer quelques-uns des principaux types de collagène. Le type 1, c'est le plus abondant, il représente 90% du collagène. Et on va le trouver, pour ce qui nous concerne, dans le tissu conjonctif fibreux, c'est-à-dire par exemple le derme, les tendons, les ligaments, le cartilage, l'os. Et là, il va former des fibrilles reliées entre elles par des ponts intermoléculaires. Ces fibrilles se regroupent en faisceaux épais que l'on peut observer en microscopie optique et qui ont une très grande résistance à la tension. Le collagène de type 2, lui, est présent dans le cartilage hyalin, alors que l'autre c'était le cartilage fibreux, et il est constitué de fines fibrilles dispersées dans la substance fondamentale. Le collagène de type 3 forme des fibres minces qu'on appelle, d'un nom impropre, fibres de réticuline. Elles sont abondantes dans le tissu conjonctif lâche, les parois des vaisseaux, le stroma de diverses glandes, la moelle osseuse, les ganglions, et elles forment donc une armature délicate, fine, qui ne gêne pas les échanges entre les différentes cellules ou les différentes zones de ce tissu conjonctif. Le type 4, lui, ne forme pas de fibrilles, c'est une structure à large maille, et ce collagène de type 4 va se voir essentiellement au niveau de la lame basale, avec la laminine, avec les paranesulfates, et ça va former un réseau serré qui soutient l'épithélium et qui forme une sorte de barrière filtrante qui sélectionne les macromolécules. Il y en a bien d'autres, mais on s'arrête là dans la description des différents types de collagène. Alors ce collagène, donc, c'est un polymère de tropocollagène qui est constitué de 3 chaînes polypeptidiques, des chaînes alpha, reliées entre elles pour former une structure hélicoïdale. Et c'est le fibroblaste qui est la cellule principale de synthèse de ce collagène. En fait, dans le fibroblaste, il y a synthèse de prochaines alpha qui possèdent aux extrémités des acides aminés supplémentaires qu'on appelle des propeptides. Chaque molécule alpha s'associe à 2 autres pour former une molécule hélicoïdale dont les 3 chaînes sont reliées par des liaisons hydrogènes. Mais la rallonge, donc ces propeptides, cette rallonge n'est pas hélicoïdale. Alors on trouve des acides aminés assez particuliers dans le collagène, assez spécifiques, comme l'hydroxyproline et l'hydroxylysine. Donc c'est cette molécule qui est excrétée par la cellule, et en fait, dans la matrice extracellulaire, il y a polymérisation du tropocollagène, parce qu'il y a, à ce niveau-là, élimination des propeptides par des enzymes protéolytiques. Après élimination des propeptides, on a possibilité
d'association des molécules de tropocollagène pour former donc le polymère qui s'appelle le collagène. La dégradation se fait de façon continue mais lente par des collagénases qui dénaturent la triple hélice et qui permettent après l'action de différentes protéases. Le renouvellement du collagène se fait bien sûr dans tous les tissus, mais dans certains il est extrêmement lent, comme par exemple pour l'os, où le renouvellement du collagène met à peu près 10 ans, alors qu'il est plus rapide dans d'autres organes, et il l'est de façon plus importante encore au niveau du tissu de cicatrisation, au niveau de l'utérus. L'élastine est la deuxième protéine structurale importante dans le tissu conjonctif, dans la matrice extracellulaire. Cette élastine forme également des fibres ou des nappes discontinues au niveau de la peau, par exemple, des poumons, des vaisseaux sanguins. Et la présence d'élastine confère à ces organes des propriétés d'étirement, de relâchement. L'élastine est également produite par des fibroblastes, mais aussi par des cellules musculaires lisses, sous la forme d'un précurseur, la proélastine, qui va se polymériser dans la matrice extracellulaire. Là aussi, on trouve des substances un petit peu spécifiques au niveau de l'élastine, comme la desmosine et l'isodesmosine, qui vont induire une sorte d'enroulement des molécules d'élastine en un réseau. Alors les fibres d'élastine sont constituées d'un noyau d'élastine entouré de microfibrilles d'une protéine particulière qui s'appelle la fibrilline. Ces fibres élastiques, comme leur nom l'indique, peuvent être étirées et tirées d'à peu près 1,5 fois leur longueur initiale, et une fois la tension relâchée, elles reviennent à leur dimension initiale. Quelques images des fibroblastes et de la synthèse de ces protéines fibreuses, en particulier d'abord le collagène. Donc on voit en haut de la figure une partie du cytoplasme d'un fibroblaste, donc avec le réticulum endoplasmique granuleux, et à l'intérieur la protéine qui est en train d'être synthétisée, donc le précurseur du collagène. Ce précurseur du collagène est excrété, donc sous la forme de la molécule dessinée juste en bas, au milieu de la figure, avec les propeptides terminaux qui, vous le voyez, ne constituent pas une structure hélicoïdale. Et donc, dans la matrice extracellulaire, ces propeptides vont être dégradés, il va y avoir donc coupure grâce à des enzymes, et ensuite association des différentes molécules les unes aux autres, polymérisation et donc formation du collagène terminal. Ce sont des schématisations de l'organisation du collagène. Donc on voit à gauche en bas le tropocollagène, l'association entre les différentes molécules de tropocollagène donnant le collagène, qui forment des fibres. Ces fibres vont s'associer pour former des faisceaux relativement importants, et cela bien sûr dépendra du type de tissu conjonctif dans lequel on se trouve. Une microphoto de fibres de collagène, coupées ici longitudinalement pour la plupart de celles qui sont au centre de la figure, et transversalement pour certaines d'autres en haut ou en bas à gauche. Ici, il s'agit d'une schématisation de la fibre élastique, avec donc les différentes possibilités d'étirement, de modification de la forme de la fibre élastique et de retour à sa forme d'origine lorsque la tension a été réduite. Dans la matrice extracellulaire, à côté de la substance fondamentale, à côté des fibres protéiques, de collagène, d'élastine, existent aussi des glycoprotéines structurales. Alors il y en a un certain nombre, on va surtout parler des deux premières, la fibronectine et la laminine. La fibronectine, on la trouve dans la matrice extracellulaire des tissus de soutien, mais aussi au niveau du glycocalyx de certaines cellules et à l'état soluble dans le plasma ou dans d'autres fluides. C'est une assez grosse glycoprotéine, 440 kDa,
qui est en fait un dimère composé de deux sous-unités identiques reliées par des ponts disulfure. Et sur cette molécule se trouvent des domaines de fixation. En fait, on décrit préférentiellement 3 domaines de fixation, l'un pour les cellules épithéliales, l'autre pour le collagène, 4, et le troisième pour les paranesulfates. Et le domaine responsable de la liaison avec les cellules a une séquence d'acides aminés particulière qu'on appelle la séquence RGD, arginine, glycine, acide aspartique. Et cette séquence particulière est commune à d'autres protéines dites protéines d'adhérence, et elle va être reconnue par une famille de récepteurs, les intégrines. On a déjà vu la jonction des intégrines avec ces protéines fibreuses dans le cours sur le tissu épithélial. Le récepteur cellulaire de la fibronectine est bien connu, c'est l'intégrine alpha-5 bêta-1, dont une petite portion intracytoplasmique va se fixer sur des protéines intermédiaires comme la taline, puis ensuite la vinculine, puis l'alpha-actinine, et enfin sur le cytosquelette d'actine. Et donc la portion extracellulaire va se fixer à la fibronectine. C'est ce qu'on a décrit à propos du tissu épithélial sous le nom de point de contact focal. Et donc la fonction principale de cette fibronectine, c'est l'ancrage de la cellule épithéliale au collagène, donc fonction principale dans l'adhérence cellulaire, et ça intervient évidemment dans l'embryogenèse, dans la migration cellulaire, mais aussi les dérèglements peuvent survenir et donner lieu à l'apparition de cellules malignes de cancer. L'autre glycoprotéine de structure importante, c'est la laminine. Celle-ci, on ne la voit que au niveau de la lame basale du tissu conjonctif. C'est également une grosse protéine, encore plus que la précédente, 850 kDa, et elle est constituée de 3 chaînes polypeptidiques disposées en croix, liées également bien sûr par des ponts disulfure. On va retrouver les 3 domaines de liaison cités plus haut, c'est-à-dire le domaine au collagène 4, la liaison à l'éparanesulfate et la liaison aux cellules par l'intermédiaire, là encore, de la séquence spécifique RGD. Mais ici, le récepteur cellulaire, si c'est toujours une intégrine, c'est un autre type d'intégrine, c'est l'alpha-6 bêta-4 pour la laminine 5, et bien sûr, ça a une fonction d'ancrage qui est similaire à celle de la fibronectine. Il existe d'autres protéines, glycoprotéines structurales dans la matrice extracellulaire du tissu conjonctif. La fibrilline, on en a parlé à propos de la fibre élastique, puisque cette substance peut être associée à l'élastine dans la fibre élastique, mais aussi constituer des microfibrilles isolées qui vont augmenter en fait l'adhérence entre les 10 constituants extracellulaires dans certaines localisations spécifiques du tissu conjonctif. L'antactine est une glycoprotéine sulfatée qui forme une liaison entre la laminine et le collagène 4, et puis il y en a d'autres, la ténacine, la thrombosponine, etc. Sur ce schéma sont mentionnés un certain nombre, mais pas tous, les substances qui sont contenues dans le tissu conjonctif, dans la matrice extracellulaire. Donc on voit les fibres de collagène, les protéoglycanes, et puis un certain nombre de protéines fibreuses comme la fibronectine et la laminine, ou d'autres dont certaines n'ont pas été citées jusqu'à présent. À côté de la matrice extracellulaire, il y a au niveau du tissu conjonctif des cellules. Et globalement, on peut distinguer des cellules autochtones et des cellules migrantes, des cellules étrangères. Alors les cellules étrangères, appelées ici cellules mobiles, ne seront pas étudiées dans ce cours. Ce sont essentiellement les polynucléaires, les lymphocytes, les plasmocytes, les macrophages, donc des cellules hématopoïétiques dont l'étude sera faite pendant le cours sur le tissu hématopoïétique. Par contre, on va s'intéresser plus précisément aux cellules autochtones que sont les fibroblastes et fibrocytes, les myofibroblastes et les adipocytes. Les fibroblastes
c'est en fait la cellule clé du tissu conjonctif. C'est la plus commune, c'est elle, on l'a déjà vu, qui est responsable de la synthèse de la plupart des constituants de la matrice extracellulaire, et c'est elle aussi qui est responsable de l'apparition de certaines autres cellules. On en décrit deux formes distinctes, le fibroblaste et le fibrocyte. En fait, c'est la même cellule, mais à deux moments de sa vie. Donc la morphologie va changer un petit peu en fonction de l'activité de la cellule. De toute façon, c'est une cellule dont l'origine est mésenchymateuse. Alors, sur le plan morphologique, c'est une cellule allongée, étirée, en fuseau, avec de nombreux prolongements entrant en contact avec les prolongements identiques venant d'autres fibroblastes. Ce fibroblaste est allongé à la surface des fibres, avec un noyau fusiforme unique qui contient plusieurs nucléoles, chromatine fine, cytoplasme basophile riche en organite, donc des éléments qui indiquent que ce fibroblaste est une cellule active dans les processus de synthèse. Le fibrocyte, lui, est une cellule aussi allongée mais peu ramifiée, avec des prolongements plus rares, plus fins, un noyau toujours ovoïde mais sans nucléoles, et des organites peu développés. Les propriétés de cette cellule, c'est une cellule qui est très résistante, qui est très robuste. En fait, on a constaté que, par exemple, après une irradiation, les cellules épithéliales disparaissent assez vite, les cellules hématopoïétiques encore plus vite, et les fibroblastes, ce sont des cellules qui persistent le plus longtemps, donc des cellules résistantes. Ce sont des cellules qui ont une activité de sécrétion importante. On a vu que c'était elles qui élaboraient les différents constituants de la matrice extracellulaire, les collagènes, l'élastine, etc. Mais c'est elles aussi qui élaborent les enzymes de dégradation de ces molécules, de dégradation de la matrice extracellulaire. Ce sont des cellules, les fibroblastes, qui sont capables de division, mais qui sont capables aussi de migration. Et puis, ce sont des cellules qui sont capables de se différencier sous l'influence de cytokines, différenciation en ostéoblastes, donc cellules précurseurs du tissu osseux, en chondroblastes, cellules impliquées dans la synthèse du tissu cartilagineux. Il faut remarquer qu'on peut décrire une catégorie de fibroblastes jeunes qu'on appelle les cellules adventicielles. Et on pense que ces cellules adventicielles sont en fait des cellules mésenchymateuses qui ont conservé leur potentiel de division et de différenciation, qui ont conservé le potentiel de cellules souches. Donc en fait, ces cellules adventicielles, qui seraient des pré-fibroblastes, si on peut dire, seraient les cellules souches du tissu conjonctif. Deuxième grande catégorie de cellules, les myofibroblastes. Bon, microscopie optique, ça ressemble à des fibroblastes, mais ils possèdent des agrégats de fibres d'actine associés à la myosine, et donc cette association actine-myosine leur donne une fonction contractile. Alors ces myofibroblastes sont en fait peu nombreux, mais ils existent, on en a déjà parlé. Les adipocytes de la graisse blanche et adipocytes de la graisse brune, donc sont des cellules appartenant au tissu conjonctif. On en détaillera la description à la fin de ce cours à propos d'un type particulier de tissu conjonctif qui est le tissu graisseux. Voici une image de fibroblastes et fibrocytes. Donc on revoit l'aspect allongé avec comme différence entre le fibroblaste et le fibrocyte des prolongements qui sont relativement nombreux dans le premier, dans le fibroblaste, et qui n'existe quasiment plus au niveau du fibrocyte. Et puis, à l'intérieur de la cellule, donc une chromatine peut-être plus fine au niveau du fibroblaste que du fibrocyte, surtout des organites beaucoup plus nombreux, plus importants dans le fibroblaste que dans le fibrocyte. Des fibroblastes sur une coupe histologique où l'on voit donc ces cellules assez allongées. En fait, le cytoplasme est assez mal défini ici. On le repère sur quelques-unes des cellules, mais pas sur toutes, et on voit plutôt le noyau ovoïde ou allongé. Mais dans les quelques zones où on voit le cytoplasme, on constate que c'est un cytoplasme très effilé, très allongé,
avec une extrémité parfois assez fine. Alors, on a vu la constitution de ce tissu conjonctif et en fait les différents composants peuvent s'associer les uns aux autres pour former des tissus conjonctifs différents. Et on en décrit différents types, les tissus conjonctifs lâches et les tissus conjonctifs denses. Donc ces tissus conjonctifs lâches, on commence par eux, ce sont des tissus où va prédominer la substance fondamentale. Mais il en est trois types selon l'organisation et la topographie. Le tissu qui est dit muqueux ou mucoïde, parfois on l'appelle aussi gélatineux, c'est un tissu qui est constitué par une très grande quantité de substances fondamentales amorphes, très riches en acide hyaluronique. Les fibres de collagène sont peu nombreuses, ça forme un réseau assez lâche, et les cellules sont peu nombreuses, espacées, fusiformes ou étoilées. C'est un tissu qu'on ne trouve que très peu chez l'adulte. On peut estimer qu'il existe au niveau du corps vitré de l'œil, du moins c'est un tissu qui est un petit peu analogue à ce niveau-là, mais en fait c'est un tissu qui est le principal constituant du cordon ombilical, ça s'appelle à ce niveau-là la gelée de Wharton, et on le trouve aussi au niveau de la pulpe des dents en croissance, donc une répartition extrêmement peu importante chez l'adulte. Le deuxième type de tissu conjonctif lâche, au contraire, c'est le plus abondant des tissus conjonctifs. C'est un tissu qu'on appelle aussi aréolaire, donc tissu conjonctif lâche aréolaire, qui est constitué d'un réseau de fibres de collagène, des fibres élastiques, quelques fibres de réticuline, entre les mailles duquel les cellules baignent dans une substance fondamentale abondante. Donc la substance fondamentale est là aussi le constituant majeur, mais avec des caractéristiques différentes de la précédente. On va trouver ce tissu aréolaire dans tout l'organisme, là où il n'est pas vraiment nécessaire d'opposer une résistance à différentes contraintes, et c'est un tissu qui soutient le tissu épithélial, qui occupe l'espace entre les muscles, qui est sous le mésothélium par exemple. Et donc il va se trouver traversé par de nombreux vaisseaux. Le troisième type de tissu conjonctif lâche, c'est le tissu dit réticulé. Là, c'est un peu une forme particulière parce que la composante fibreuse est essentiellement faite de fibres dites de réticuline. Fibres de réticuline, c'est-à-dire, je vous rappelle, fibres de collagène. Mais ce sont des fibres fines, donc qui forment un réseau de soutien dans le tissu hématopoïétique, dans la moelle osseuse, dans la rate, dans les ganglions. Les cellules ici sont des cellules étoilées, des fibroblastes grêles, qui ont comme propriété de fabriquer les différents éléments, bien sûr, et essentiellement ici le collagène 3 qui constitue ces fibres de réticuline. Quelques images de ces différents tissus conjonctifs lâches. Ici, le tissu muqueux, on voit les cellules étoilées, donc là c'est dans le cordon ombilical, la gelée de Wharton. Ici, un tissu conjonctif lâche, donc tissu de soutien des différents éléments, et on voit ici des vaisseaux en grande quantité, et aussi des cellules. Les cellules qui sont mentionnées ici, ce sont pour certaines des fibroblastes, mais beaucoup aussi de cellules hématopoïétiques, lymphocytes ou plasmocytes, ou polynucléaires ou mastocytes. Et enfin, un tissu conjonctif dit réticulé, servant donc de soutien au tissu hématopoïétique, à la moelle, aux ganglions, où l'on va voir, là encore, des cellules de différents types. Bon, là, les fibres de réticuline ne sont pas très visibles ici, peut être mentionnées ici comme des éléments très fins qui forment un réseau très dilaté. Un tissu conjonctif lâche, ici en coupe histologique, donc avec un enchevêtrement de différentes fibres, collagène, réticuline un petit peu et fibres élastiques, et puis des cellules. Et on va décrire maintenant les tissus conjonctifs denses. Ils diffèrent par la grande richesse en fibres et en fait une proportion relativement faible de cellules et de vaisseaux. Et ce sont des tissus, globalement, dont la fonction est essentiellement
une fonction mécanique. Alors là encore, on en distingue différents types. Les tissus qui sont dits non orientés, irréguliers, donc un tissu conjonctif dense, non orienté, irrégulier. Et là, les faisceaux de fibres de collagène sont épais, ça forme un réseau à mailles serrées dans toute l'épaisseur du tissu, mais ici, il est dit irrégulier parce qu'il n'y a pas d'orientation particulière. Les fibres élastiques sont nombreuses et cellules et substances fondamentales sont en proportion réduite. On va trouver ce tissu conjonctif irrégulier, non orienté, dense, au niveau du derme, au niveau de la dure-mère, les méninges, au niveau de la gaine des gros nerfs, au niveau de la capsule de différents organes. Et cette non-orientation des fibres de collagène épaisses donne une bonne résistance dans toutes les directions. Donc c'est un élément qui va protéger ce qui est entouré. Deuxième catégorie de tissus conjonctifs denses, cette fois-ci des tissus qui sont dits réguliers ou orientés. Et cela forme les tendons ou les ligaments ou les aponevroses. Et donc les fibres sont orientées, c'est-à-dire ont toutes la même direction, sous la forme de cordons cylindriques solides ou de feuillets plats de fibres de collagène qui sont très serrés les unes contre les autres. Et ça, cette organisation est très bien adaptée pour résister à des contraintes mécaniques auxquelles les tendons, les ligaments sont soumis. Donc c'est bien sûr du collagène de type 1, groupé de façon très serrée et laissant peu d'espace finalement à la substance fondamentale. Alors bien sûr, il y a quelques cellules, forcément, et quelques fibroblastes, mais qui sont alignés entre les fibres, qui sont un petit peu tassés contre ces fibres. La cornée est un tissu conjonctif dense orienté un petit peu particulier, parce que les fibres se croisent perpendiculairement, donc elles sont toutes parallèles les unes aux autres, équidistantes, et d'une couche à l'autre, elles sont perpendiculaires. Et les cellules ici sont très rares et aplaties. La dernière catégorie qui rentre, peut-être un petit peu artificiellement, dans ces tissus conjonctifs denses, c'est le tissu élastique. Donc là encore, on voit des fibres. Cette fois-ci, ce qui prédomine sont les fibres élastiques, qui sont épaisses, qui sont anastomosées les unes aux autres, reliées plus ou moins les unes aux autres. Et il y a, là encore, peu de cellules et peu aussi de fibres de collagène. On va trouver ce tissu élastique au niveau des ligaments jaunes de la colonne vertébrale, au niveau de la média, des artères élastiques de gros calibre, donc sous la forme de lames élastiques qui sont fenêtrées. Quelques images ici donc du tissu conjonctif fibreux, où l'on voit les fibres de collagène qui sont serrées les unes contre les autres, ici qui sont parallèles les unes aux autres. Un tissu conjonctif fibreux dense non orienté. Bon, vous voyez les épaisses fibres de collagène qui vont ici dans toutes les directions. Un fibroblaste et quelques vaisseaux. Et ici, un tissu fibreux dense, orienté, c'est en fait un tendon qui est représenté ici, où l'on voit donc les faisceaux de collagène qui sont parallèles les uns aux autres. Un autre exemple ici, de tissus conjonctifs fibreux denses orientés. Ici, c'est la cornée, où je vous disais que les différentes couches sont constituées de fibres de collagène parallèles les unes aux autres, mais que le sens, la direction de ces fibres change d'une couche à l'autre. Et l'on voit ici quelques cellules. Quelles sont les propriétés, les fonctions globalement du tissu conjonctif? Ce sont des fonctions de structuration, support des épithéliums, ce sont des fonctions de stockage, stockage de l'eau, stockage des électrolytes. En réalité, il existe un constant renouvellement du liquide interstitiel, donc du liquide qui est contenu dans le tissu conjonctif, et il peut y avoir accumulation, cela se manifeste par ce qu'on appelle les édèmes, où il peut y avoir au contraire une diminution de ce liquide interstitiel provoquant des déshydratations. Propriété et fonction aussi de défense, défense du fait de la viscosité de la substance fondamentale, donc c'est un milieu qui n'est pas très favorable à la pénétration des bactéries, sauf
comme je l'ai dit tout à l'heure, si ces bactéries sont capables d'élaborer des enzymes qui dégradent la substance fondamentale, mais défense aussi, et surtout peut-être, par la présence de cellules immunologiquement compétentes. On n'en a pas parlé, je les ai simplement citées, mais je vous ai dit qu'il y avait des lymphocytes, des macrophages, des plasmocytes, donc des cellules qui interviennent dans l'immunité, et puis des cellules aussi qui sont présentes et qui sont spécialisées dans la destruction des bactéries, comme les polynucléaires, neutrophiles ou éosinophiles. Propriétés et fonctions de transport, puisque c'est par l'intermédiaire du tissu conjonctif que tous les éléments nutritifs, que la plupart des activités hormonales ou des facteurs de croissance vont atteindre le tissu épithélial, donc à travers la lame basale, on en a déjà parlé, et puis des propriétés de réparation. Effectivement, après une lésion tissulaire, par exemple une infection ou un traumatisme, les cellules spécialisées vont réapparaître par division et maturation des cellules souches que si l'architecture des tissus de soutien a été reconstituée. Donc dans un premier temps, avant réparation d'un tissu épithélial par exemple, ou d'un tissu musculaire, il faut qu'il y ait réparation du tissu conjonctif, reconstitution de la lame basale. Alors bien évidemment, cela peut se faire ou doit se faire par l'intermédiaire de médiateurs chimiques qui sont produits par les cellules lésées, qui vont attirer les cellules phagocytaires, ces cellules vont éliminer les cellules mortes et induire la prolifération des fibroblastes. Donc c'est par exemple le PDGF, insuline growth factor, IGF, etc. Donc les cellules stimulées, donc ces pré-fibroblastes, sont pluripotents et peuvent se différencier en fibroblastes, éventuellement en cellules myofibroblastiques ou en cellules endothéliales. C'est peut-être un des cas rares où on voit réellement une activation des myofibroblastes, une prolifération de ces cellules, et donc par leur capacité de contraction, ces cellules vont pouvoir se mobiliser, mobiliser également la matrice extracellulaire et réduire, modifier la taille de la zone lésée. Le tissu adipeux est un tissu conjonctif spécial. Donc on le traite un petit peu à part du fait de ses spécificités, mais sa constitution, finalement, ressemble à celle d'un tissu conjonctif. Il y a une substance fondamentale, il y a des fibres, il y a des cellules. Donc un tissu conjonctif spécial dans lequel les cellules graisseuses, qu'on appelle aussi les adipocytes, prédominent. Ces adipocytes, on va les trouver soit en petits groupes, soit en grands agrégats, et c'est surtout ces grands agrégats qui forment le tissu adipeux. En fait, ce tissu adipeux, c'est un des plus volumineux organes qui existent dans notre corps, bien qu'il ne soit pas apparemment isolé, où il est disséminé partout, mais ça représente chez l'homme 15 à 20% du poids du corps, et chez la femme 20 à 25%. Alors bien sûr, il y a des différences également selon l'âge et bien sûr selon l'individu. Ce tissu adipeux, c'est le plus grand réservoir d'énergie de notre organisme, réservoir sous forme de triglycérides, les autres étant le foie ou le muscle, qui servent de réservoir d'énergie, cette fois-ci sous forme de glycogène. Et c'est un réservoir qui est très efficace, car les triglycérides ont une valeur calorique plus forte que le glycogène. Ce tissu est en constant remaniement. En fait, il a une grande sensibilité aux stimulations nerveuses et hormonales, et donc va se trouver en modification quasiment constante. Alors, c'est également un amortisseur, puisqu'il va permettre de diminuer l'impact des chocs. Et effectivement, on a du tissu adipeux au niveau de la plante des pieds, et le tissu adipeux donc sert d'amortisseur, sert à atténuer le choc de la marche. C'est encore un tissu qui est un bon isolant thermique, parce qu'en fait il conduit mal la chaleur, et c'est un tissu qui va remplir les différents espaces et participer au maintien des organes. On décrit deux types de tissus adipeux.
le tissu adipeux qui est commun, qui est dit uniloculaire, et puis le tissu adipeux qui est dit multiloculaire. Donc on va voir les deux successivement en sachant que tous les deux sont très riches en vaisseaux. Le tissu adipeux dit commun ou uniloculaire, on l'appelle aussi graisse blanche, pour certains graisse jaune. Il est caractérisé par la cellule, l'adipocyte, qui ne contient qu'une grande vacuole de graisse, une seule, énorme. Et donc c'est celui-ci qui représente la principale réserve d'énergie de notre organisme, et d'ailleurs c'est celui-ci qui est réparti dans tout l'organisme, alors que l'autre est beaucoup plus rare. Donc couleur qui varie du blanc au jaune en fonction de l'alimentation. Le jaune correspond à la présence de caroténoïdes. Et la distribution de ce tissu adipeux commun, uniloculaire, varie bien évidemment en fonction de l'âge et du sexe. Il est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on le trouve partout, dans tous les territoires de l'organisme, sauf au niveau des paupières, au niveau des oreilles, enfin du pavillon de l'oreille, au niveau du pénis et des bourses. Donc partout, dans tous les autres territoires, on peut en trouver. Et il est sous le contrôle des hormones corticosurrénaliennes et des hormones sexuelles. Traditionnellement, on décrit 3 localisations. Le panicule adipeux sous-cutané, donc du tissu adipeux qui se trouve sous la peau. Chez l'homme, c'est surtout la nuque et les épaules. Chez la femme, c'est surtout les hanches, les cuisses et les fesses. On trouve aussi une deuxième localisation dans les régions profondes, au niveau du mésentère, au niveau de l'épiplomb, donc cavité abdominale. Et puis, on décrit une troisième localisation d'un tissu adipeux commun, uniloculaire, au niveau de la plante des pieds, au niveau de la paume des mains, au niveau des orbites. Alors, pour décrire la structure histologique, bien évidemment, il faut parler de la cellule, de l'adipocyte, de la graisse blanche. Donc c'est une grande cellule, une cellule sphérique quand elle est isolée, polyédrique quand les cellules sont associées les unes aux autres et donc tassées les unes contre les autres. Une grande cellule de 50 à 150 micromètres de diamètre. Donc par rapport aux tailles des cellules habituelles qui ont 15-20 micromètres de diamètre, c'est beaucoup plus gros. Et cette cellule est en fait constituée d'une fine couronne de cytoplasme qui entoure une énorme enclave remplie de graisse. Donc le noyau est totalement excentré, aplati, dans un coin de ce cytoplasme très réduit en une fine couronne, et il est en général accompagné d'un appareil de Golgi réduit, d'un chondriome lui aussi réduit, d'un peu de réticulum endoplasmique granuleux. Alors en plus de la très grosse vacuole remplie de graisse, on peut trouver des minuscules gouttelettes lipidiques, mais qui sont plutôt visibles en microscopie électronique. Chaque adipocyte est entouré par une lame basale. Les adipocytes donc sont tassés les uns contre les autres. Ils sont organisés souvent en lobules qui sont incomplets, qui sont parfois subdivisés par des cloisons conjonctives. Ces lobules sont entourés par des fibres de réticuline qui forment une espèce de treillis qui supporte toutes les cellules, comme une sorte de panier dans lequel seraient les cellules adipeuses. Et autour de ce treillis, de ces fibres de réticuline, existe un réseau vasculaire, de capillaires important. Donc une vascularisation, une innervation qui est importante, innervation avec des fibres amyéliniques, des fibres sympathiques, des fibres noradrénergiques, surtout au niveau de la paroi des vaisseaux, mais également en direction des cellules. L'histogénèse, donc ces adipocytes, se développe à partir de cellules précurseurs qu'on appelle lipoblastes, qui eux-mêmes dérivent de cellules mésenchymateuses. Donc en fait, ces lipoblastes, ce sont des fibroblastes, des profibroblastes, qui ont acquis à un moment donné la capacité d'accumuler les graisses. Donc cette accumulation se fait d'abord de façon isolée par des petites vacuoles qui sont remplies de graisse, et puis ces vacuoles vont fusionner
et donner naissance à cette grande enclave lipidique qui est la caractéristique de l'adipocyte de la graisse blanche. En fait, ces adipocytes uniloculaires peuvent aussi se dédifférencier en lipoblastes lorsqu'il y a donc une grande quantité de lipides qui s'est mobilisée dans notre organisme. Alors, il y avait un dogme il y a quelques années qui disait que dans l'espèce humaine, l'une des particularités était que l'on naissait avec un stock de cellules graisseuses qui était celui définitif. Donc, ça voulait dire qu'après la naissance, il n'y avait pas de nouvelles cellules adipeuses, de développement de nouvelles cellules, mais que c'était simplement une augmentation de volume de ces cellules. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait exact, et on admet maintenant que l'augmentation du nombre de cellules adipeuses se poursuit après la naissance, se poursuit pendant la première enfance, et que c'est probablement à ce moment-là que les conditions nutritionnelles sont importantes pour éviter qu'une obésité se développe. Donc, le nombre d'adipocytes va continuer à augmenter et ce n'est qu'après les premières années de la vie que ce nombre sera acquis et qu'ensuite il n'y aura qu'une augmentation du volume des cellules, mais pas de leur nombre. Bon, c'est un dogme, comme souvent il est remis en question périodiquement, et actuellement on parle soit d'obésité hypertrophique, c'est-à-dire avec une augmentation du volume des cellules qui prédomine, soit d'une obésité hyperplasique, c'est-à-dire avec une augmentation du nombre de volumes, donc d'une différenciation qui s'est faite à partir de précurseurs. Voici quelques représentations de ce tissu adipeux, donc tissu adipeux commun, graisse blanche, et des cellules qui le constituent. Donc vous avez en haut l'adipocyte de la graisse blanche, avec donc sa taille très volumineuse, sa très importante vacuole lipidique qui occupe pratiquement tout l'espace, et une fine couronne de cytoplasme avec un noyau qui est tassé dans un coin. En dessous, une image de l'adipocyte de la graisse brune, dont vous voyez les différences, on les décrira tout à l'heure. Une coupe histologique d'un tissu adipeux, où l'on voit ces cellules, ces gros ballons remplis de graisse, qui sont en fait tassés les uns contre les autres, donc qui ont perdu un petit peu de leur forme sphérique, et entre ces cellules, un petit peu de vaisseaux ou de fibres de réticuline, que l'on voit ici à peine. Sur ce schéma d'un tissu adipeux, donc graisse blanche, on revoit les adipocytes sous la forme de ces grosses cellules, toutes remplies de lipides, mais vous voyez également la vascularisation qui n'apparaissait pas très nettement sur la coupe histologique, mais qui ici est dessinée avec de multiples branches vasculaires et également branches nerveuses qui vont en contact des vaisseaux, mais aussi en contact avec les adipocytes. Sur le plan de la physiologie, eh bien, donc on a dit que la fonction principale, malgré tout, c'était une fonction de stockage d'énergie sous forme de graisse et éventuellement de libération ultérieure. Donc il y a plusieurs phases. Une première phase qui est la lipogénèse, c'est-à-dire la synthèse des lipides. Cette synthèse des lipides se fait à partir des acides gras et du glucose venant de l'alimentation. Les acides gras sont apportés sous la forme de kilomicrons, de triglycérides, et les triglycérides sont synthétisés par le foie. Et puis, il y a bien évidemment une synthèse à partir du glucose. Donc, l'hypogénèse, synthèse des lipides à partir de différents éléments. Les chylomicrons ou les lipides de faible densité sont hydrolysés au niveau de la surface des cellules endothéliales par une lipoprotéine lipase synthétisée par l'adipocyte et transférée à la cellule endothéliale. Donc là, il y a une coopération importante entre les cellules. L'adipocyte élabore une enzyme qui va agir au niveau de la cellule endothéliale.
Ensuite, ces acides gras libres, donc, qui ont été hydrolysés par la cellule endothéliale, vont pénétrer dans les adipocytes et vont se combiner dans la cellule au phosphate de glycérol pour former les triglycérides. Donc ces triglycérides vont se déposer en forme de gouttes, ils vont être stockés. Bien sûr, beaucoup d'éléments, beaucoup d'organites interviennent, le réticulum endoplasmique lisse surtout, mais aussi les mitochondries pour donner de l'énergie nécessaire. Le glucose, lui, va pénétrer dans l'adipocyte par un mécanisme qui est un mécanisme de diffusion facilitée, où deux protéines vont servir à le transporter. L'une s'appelle le GLUT1, qui est situé dans la membrane, et l'autre, le GLUT4, qui est situé dans des vésicules intracytoplasmiques. Donc en fait, dans une cellule au repos, le glucose ne peut pénétrer que par l'intermédiaire de la protéine qui est membranaire, c'est-à-dire le GLUT1. Dans une cellule au repos, le GLUT4 n'a pas d'action. L'insuline va stimuler la transcription du gène codant pour GLUT4 et va activer la translocation des vésicules qui contiennent GLUT4 à la membrane. Donc sous l'effet de l'insuline, on a plus de GLUT4 et une molécule, GLUT4, qui se trouve au niveau de la membrane, donc qui va pouvoir agir pour faire pénétrer le glucose dans la cellule. D'où l'action hypoglycémiante de l'insuline. En plus, l'insuline augmente la synthèse de la lipoprotéine lipase, donc va faciliter également l'hydrolyse des chylomicrons et du VLDL. Deuxième phase, le stockage des triglycérides. En fait, le tissu adipeux renferme à peu près 95% des triglycérides de l'organisme. C'est une très grande réserve énergétique, donc utilisée quand les réserves de glucides sont épuisées, lors du jeûne, lors des efforts, ou éventuellement lors de la lutte contre le froid. Et donc, pour utiliser ces triglycérides, eh bien, il y a un mécanisme de lipolyse, d'hydrolyse des triglycérides qui va se produire et qui va aboutir à la libération dans le sang d'acides gras libres. Alors, ces lipides qui sont stockés vont être mobilisés à la fois par des mécanismes nerveux et des mécanismes hormonaux. Et l'enzyme qui est au centre de ce mécanisme de lipolyse, c'est la triglycéride lipase, qui est une lipase hormonosensible activée par l'adénylcyclase quand le tissu est stimulé par la noradrénaline. D'où le rôle de ces extrémités nerveuses donc, qui vont en contact avec les adipocytes et qui vont donc transmettre un message qui va activer ces enzymes. Alors en réalité, il y a deux lipides différentes et puis il y a des mécanismes particuliers qui vont aboutir donc à la libération dans le sang d'acides gras libres non estérifiés. Ces acides gras sont associés à l'albumine et ça les rend un peu plus solubles et transportés vers d'autres cellules où ils seront utilisés pour fournir de l'énergie. J'ai parlé d'une régulation nerveuse par la noradrénaline, mais il existe aussi pour cette lipolyse une régulation liée à différentes hormones, l'hormone de croissance, les glucocorticoïdes, l'hormone thyroïdienne, la prolactine en particulier. À côté de cette fonction qui est très importante dans la synthèse des lipides, leur stockage et puis leur libération sous forme de triglycérides, la cellule adipeuse a également un rôle de sécrétion. Effectivement, c'est quasiment une cellule endocrine où c'est une cellule qui élabore des protéines dans un processus de paracrinie ou d'autocrinie. Alors il y a beaucoup de différents types de substances qui sont élaborées par cette cellule adipeuse. On ne va pas en faire la liste complète. Je cite le TNF-alpha, le PAI1. PAI1, c'est l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène. Il y a des protéines du complément, il y a même des estrogènes. Et puis, il y a une substance qui a été un peu à la mode ces dernières années, c'est la leptine. La leptine, c'est une protéine qui agit comme une sorte de lipostat au niveau de l'hypothalamus. C'est une hormone de satiété
qui régule l'appétit en fonction de la masse de tissu adipeux. Et c'est une hormone qui active une voie qui est dite anorexigène, donc qui va diminuer l'appétit. Voici une schématisation de l'action combinée de l'adipocyte et de la cellule endothéliale, adipocyte à gauche, cellule endothéliale à droite. Donc on voit ici au niveau de cette cellule, de ces cellules, les différentes enzymes, les différentes substances, acides gras, chylomicron, VLDL, qui vont intervenir pour à la fois former le matériau de réserve, pour le stocker et ensuite pour le libérer sous forme d'acide gras libre. Remarquons également la terminaison nerveuse noradrénergique qui va être un des éléments, pas le seul puisqu'il y a aussi un élément hormonal, mais un des éléments de régulation de la lipolyse, donc de l'hydrolyse des triglycérides. Pour terminer, le tissu adipeux multiloculaire. Sa caractéristique, on l'a vu tout à l'heure un peu sur le dessin, c'est l'existence dans la cellule de multiples vacuoles graisseuses. Ce sont des vacuoles de petite taille, mais ici elles sont nombreuses. Et ce tissu adipeux multiloculaire a une particularité, c'est qu'en fait, il va intervenir dans la régulation de la température. On l'appelle aussi graisse brune. Pourquoi? Parce que au niveau de ce tissu adipeux multiloculaire, il y a beaucoup de capillaires, donc ça donne déjà une coloration un peu foncée, et les cellules contiennent des mitochondries très riches en cytochrome, et ça colore également un peu. Donc, graisse brune. Distribution extrêmement limitée chez l'adulte, du moins chez l'homme adulte. Certains animaux, ceux qui hibernent, ont un tissu adipeux multiloculaire très développé. Chez nous, chez l'adulte, il est très réduit, il y en a un petit peu à proximité des surrénales. Par contre, il est important chez l'embryon et le nouveau-né, puisqu'il peut représenter jusqu'à 5% du poids du corps chez l'embryon, donc un poids qui est quand même loin d'être négligeable. Et donc chez l'embryon et le fœtus, il est situé autour des reins et des surrénales, au niveau de la paroi latérale de l'abdomen, au niveau du cou, donc vers les gros vaisseaux, au niveau du cœur. Donc il y a différentes localisations qui sont assez importantes chez l'embryon et le fœtus et qui commencent à diminuer chez le nouveau-né et qui se réduisent de façon considérable après. Sur le plan de l'histologie, eh bien, on a des cellules qui sont des cellules de petite taille, plus ou moins polygonales, dont le cytoplasme contient un grand nombre de gouttelettes de lipides de dimensions variables. Elles ont un noyau central sphérique et de nombreuses mitochondries avec des crêtes abondantes, longues, et donc, j'ai dit tout à l'heure, riches en cytochrome. En fait, ce tissu adipeux multiloculaire ressemble à une glande endocrine. Les cellules sont disposées un petit peu comme une glande endocrine, donc un élément épithélial, regroupé en paquets, associés à des capillaires, subdivisés éventuellement en lobes par des travées conjonctives et situés dans des fibres de réticuline qui forment une sorte de corbeille. Il y a donc beaucoup de vaisseaux tout autour et il y a également une innervation sympathique qui est importante autour de ces amas de cellules. Sur le plan de l'histogénèse, ce sont des cellules mésenchymateuses qui donnent naissance aux adipocytes multiloculaires, donc des cellules qui vont apprendre, là encore, à accumuler les graisses, mais ce sont des cellules différentes de celles qui ont été à l'origine des adipocytes de la graisse blanche. Il n'y a pas de transformation, en quelque sorte, de cellules du tissu adipeux dans un autre. Ce sont deux lignées différentes, donc des précurseurs qui donnent l'adipocyte de la graisse blanche et des précurseurs qui donnent l'adipocyte de la graisse brune. En fait, ce tissu adipeux multiloculaire est fabriqué pendant la vie embryonnaire et fœtale, mais il n'y a plus du tout de fabrication d'adipocytes de la graisse brune après la naissance.
Sur le plan de l'histophysiologie, ces cellules vont agir au niveau de la thermogénèse, et spécifiquement au niveau de la thermogénèse. Donc chez les animaux, en fin de période d'hibernation, chez le nouveau-né exposé au froid, il y a donc des impulsions nerveuses qui vont libérer les catécholamines au niveau de ce tissu adipeux multiloculaire, qui vont activer une lipase hormonosensible et qui vont donc hydrolyser les triglycérides en acides gras et glycérol. Les acides gras sont métabolisés in situ, ce qui provoque une augmentation de la consommation d'oxygène et ça va produire de la chaleur grâce à une protéine mitochondriale particulière qu'on appelle la thermogénine ou UCP1. Alors en fait, cette thermogénine va empêcher au niveau de la mitochondrie la synthèse d'ATP. Normalement, dans une mitochondrie, les échanges de protons qui sont transportés au niveau des membranes internes et de la membrane des crêtes, donc tout ce transport d'électrons vont permettre la synthèse d'ATP synthétase. Et donc, ce flux de protons est utilisé pour synthétiser de l'ATP. Mais ici, du fait de l'existence de la thermogénine, UCP1, eh bien, il y a une sorte de détournement et il n'y a plus de synthèse d'ATP, mais cette énergie est dissipée en chaleur. Donc, le tissu adipeux augmente de température, le sang qui est autour en grande quantité, puisqu'il y a beaucoup de vaisseaux, est chauffé, et il va circuler, et donc augmenter la température du corps. Alors, bien sûr, pour que ça fonctionne bien, il faut que les adipocytes aient des récepteurs, donc aux catécholamines, qu'il y ait donc un contact entre l'extrémité nerveuse et la cellule, et puis il faut également qu'il y ait une imprégnation hormonale à partir d'hormones thyroïdiennes de T3, T4. Une image pour terminer du tissu adipeux brun, donc de l'adipocyte multiloculaire, tissu adipeux multiloculaire. On voit les cellules avec leur noyau central, les petites cellules qui sont tassées les unes contre les autres, et puis surtout un très fort réseau vasculaire et nerveux tout autour de ces cellules. En conclusion, globalement sur le tissu conjonctif, c'est un tissu qui est important, d'une part parce qu'il est ubiquitaire, on en trouve partout, dans toutes les zones de l'organisme, d'autre part parce que c'est un support structural, métabolique pour les autres tissus, pour la quasi-totalité des organes. Et puis troisièmement, là j'ai retenu que les propriétés principales, c'est un tissu important parce que c'est finalement le tissu qui va exercer les différents mécanismes de défense contre les micro-organismes, qu'il s'agisse de bactéries, de virus ou de parasites.